Donc la communauté homosexuelle états-unienne va aller en Haïti pour faire la fête, où se trouve le sida qui a été importé par les maris cocus des singes verts d'Afrique centrale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme meurtre par injection 34B de Eustace Mullins. Alors, après les machins obligatoires, il sera question aujourd'hui de sida, de fluor et d'engrais. Et surtout, ne manquez pas la vidéo 34C. Et oui, il y en aura une troisième, mais qui sera exclusivement réservée en guise d'apothéose au conglomérat du médicament et toute son histoire. J'évoquais le côté orfèvre de Monsieur Mullins lors de la précédente vidéo. Les Anglois, dont je ne goûte guère à la mentalité et à la tournure d'esprit, de manière générale, sont, il faut le reconnaître, les meilleurs lorsqu'il s'agit de recherche historique. Ils sont minutieux, ils sont honnêtes, intellectuellement travailleurs, fouineurs et relatent la vérité brute, sans moraline. Pensons ici à Douglas Reed, à Benton Bradbury, à Carroll Quigley et donc forcément aussi à Monsieur Eustace Mullins. En revanche, lorsqu'il s'agit de penser, de réfléchir à partir de l'histoire, de prendre de la hauteur, là il faut se tourner vers les Français, Bainville assurément, et Augustin Cochin, un peu trop méconnu. Deux ex-grands pays, deux façons de penser et de concevoir l'histoire. Et même si je vous expose ici l'essai d'Eustace Mullins, pensée français, privilégié français, ancien surtout, et vous vous élèverez beaucoup plus certainement. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. L'essentiel, nous voilà. Commençons par le moins lourd, le moins instructif. Nous allons monter en gamme au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. La contamination de la chaîne alimentaire, notre chapitre le plus court, celui qui fut le plus réduit à peau de chagrin. Je devine que vous savez tous, que vous avez tous conscience de cela, la nocivité des additifs alimentaires et des colorants que l'auteur répertorie. À cela s'ajoute le pain blanc, blanc car blanchi, justement grâce à l'oxyde d'azote, le chlore et le peroxyde de benzoyle. Toutes les fritures aussi, ultra mauvaises, avec les huiles hydrogénées, la longue utilisation à travers le temps du pesticide DDT, notamment par Monsanto, la pollution des pelouses, des terrains de golf, bref. Tout ça pour vous dire qu'aux États-Unis, leur contamination est très ancienne, une sorte d'avant-garde de la dégénérescence. Par exemple, pour prouver cela, 21,3% des candidats à la Première Guerre mondiale sont rejetés en raison de handicap. Pour la guerre de Corée de 1947 à 1955, cette fois, c'est 52% des hommes qui sont rejetés pour défauts physiques et mentaux. Oui, c'est pas seulement parce qu'ils sont moches. La vie quotidienne aux États-Unis, et maintenant partout dans le monde, est jalonnée de poison. N'oublions pas, dans cet ordre d'idées, le lait de vache, qui contient 300% de caséine en plus que le lait humain. Oui, c'est tout à fait logique et normal, puisqu'il est conçu pour un veau qui augmentera son poids de 450 kg à 1 tonne en 6 semaines environ. Le pire dans tout ça, le pire dans ce chapitre concerne peut-être l'irradiation des aliments, technique poussée et financée par Rockefeller dans les années 80. Les résultats furent truqués, manipulés, mais des licences d'irradiation furent quand même accordées à des géants comme General Electric, IBM, Merck, RCA et d'autres, alors que le Parlement européen, lui, l'interdisait. Au Canada aussi, Jake Epp, qui est le ministre de la Santé, on va l'appeler comme ça, c'était son titre, l'a autorisé aussi, alors que le Parlement canadien s'y opposait en 1987. Le riz irradié pourtant provoque tumeurs, troubles de la thyroïde, du cœur et des poumons. Même chose pour le blé irradié. Alors, pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que je suis certain que vous allez deviner d'où vient cette idée d'irradier les aliments. J'en suis certain. Pensez à la vidéo 34A. Eh bien, les déchets nucléaires américains produisent de l'isotope de césium en grande quantité que le ministère de l'Énergie, et ses sponsors, dirons-nous, souhaiteraient utiliser à des fins bénéfiques. Dixit le département d'État lui-même en 1988.
Le deuxième chapitre sur lequel nous nous attardons, c'est le fluor. Oscar Ewing reste un nom complètement inconnu du public américain. Pourtant, il fut l'homme des Rockefeller pour appliquer une politique sanitaire délibérément diabolique, la fluoration de l'eau. Ewing, c'est l'homme de l'ombre de Truman, et l'élection de ce dernier en 1948 propulsera cet empoisonneur désigné sur le devant de la scène. Qui est le promoteur principal de la fluoration de l'eau? Eh bien, c'est la santé publique états-unienne. De qui dépend la santé publique états-unienne? Eh bien, elle dépend de l'Agence fédérale de sécurité dirigée par monsieur Ewing. De qui monsieur Ewing est-il l'avocat? Eh bien, il est l'avocat de la compagnie de l'aluminium des États-Unis. À combien se montent ses honoraires? 750 000 $. Avez-vous des questions après ce bref exposé, ou bien tout se met en ordre dans votre esprit? L'Allemagne de l'Ouest en avait interdit l'utilisation en 1971. Idem pour la Suède et les Pays-Bas. Parce que les dégâts peuvent être irrémédiables. Le docteur Yamouyanis évoque 30 à 50 000 décès par an. Le fluorure ralentit l'activité enzymatique de la réparation de l'ADN. Encore une fois, toujours cette obsession chez eux de tuer le bien en nous. Des tumeurs surgissent, créant des interférences avec la production de neurotransmetteurs. Les maladies rénales et cardiaques s'intensifient chez les personnes âgées. Certains évoquent même la solution finale quant au problème des retraites. Mais ce n'est pas le seul avantage pour nos élites de fluorer l'eau. L'eau fluorée entraîne une certaine docilité de la population. Les éleveurs de taureaux le savent bien. Les taureaux de race pure... Ils en usent et en abusent pour les taureaux de race pure, pardon. Au goulag, en URSS, la population enfermée avait droit aussi à sa petite dose quotidienne. Encore une fois, comme lors de notre vidéo 34A, les enfants sont visés, comme avec l'éducation, comme avec la machination obligatoire. Dès leur jeune âge, les petits sont sommés de brosser leurs dents 3 fois par jour avec de l'eau fluorée et du dentifrice à base de fluorure de sodium. Toute cette contamination dont Eustace Mullins répertorie les noms, les tenants et les aboutissants ne vient que des alliés Rockefeller et des Chase Manhattan Banks. Puis, comme après le machin, un empoisonnement au fluor fera naître une nouvelle maladie, apparition comme par enchantement, Alzheimer. L'Alzheimer, c'est une accumulation de dépôts d'aluminium sur les nerfs du cerveau. Le monopole médical Rockefeller, pourtant, fit tout pour détourner l'attention et trouver une autre origine dans une optique dilatoire, comme toujours. L'ACS n'a jamais enquêté sur les causes réelles. Dans les années 80, 7% des Américains de plus de 65 ans en sont victimes de cette maladie d'Alzheimer, occasionnant 100 000 décès par an. Depuis, sommes-nous moins exposés à votre avis? Non. Évidemment non. Bien au contraire. Après les plats de cuisson en aluminium au milieu du XXe siècle, sont apparus des produits cosmétiques, mais aussi des analgésiques comme l'aspirine et les produits antiacides. Par la suite, les produits transformés et tous les produits d'emballage en contiennent. Toujours dans cette optique du mal lent, du mal insidieux, du mal caché. Évoquons dorénavant le sida. Tenez-vous bien. Le sida aussi, c'est un rétrovirus, c'est-à-dire un virus lent inconnu avant 1976. Et encore une fois, le monopole médical Rockefeller ne se focalisa que sur une option, attaquer le virus grâce à l'arme de la chimiothérapie. Surtout ne jamais aider le système immunitaire à le vaincre. L'origine du sida, celle qui fut admise et médiatisée, c'était une contamination due à l'utilisation de lubrifiants gras dans les cavités intimes des homosexuels. Et la diffusion prit une ampleur telle quand apparut ce sentiment nommé la rage homosexuelle. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que ça? Eh bien, c'est une vengeance de la part de l'inverti contaminé qui mène à une volonté d'infecter le plus d'homosexuels possible. C'est le docteur Gallo qui découvrit le virus en question, le VIH. Enfin, selon la doxa. Parce que lorsque le docteur Duesberg pratiqua des expériences qui concluèrent que le VIH ne répondait pas
aux critères exigés d'un agent pathogène, le docteur Gallo ne répondit point. Il se tut, il disparut. Il interrompit ses travaux, il se terra. Il ne se présenta pas aux conférences sur la question, comme en 1988, à la Maison-Blanche. Le docteur Duesberg, lui, fut accusé de faire mal aux gens qui avaient contracté cette maladie. Dixit le docteur William Wash. En réponse, Duesberg proposa même de se la faire injecter. Mais la question, alors, c'est d'où vient ce sida? Face à la fumisterie du monde occidental, les théories fusent. L'une d'elles, suggérée dans notre vidéo 34A, laisse transparaître l'idée que le sida serait la conséquence du machin contre la grippe porcine. Des corrélations ont d'ailleurs été trouvées par des chercheurs, notamment en raison d'une variation d'un sérum d'hépatite. Cependant, est-ce là une réplique à la théorie grippe porcine? Est-ce là une malice délibérée pour détourner l'attention? Toujours est-il que le Centre de contrôle des maladies, un organe de propagande du gouvernement, sortit de son chapeau la théorie du singe vert. Oui, elle est véritablement officielle. Tenez-vous bien. Allez, romançons, asseyez-vous et profitez de l'histoire. Des petits singes verts d'Afrique centrale décidèrent un jour de venir se frotter, de venir se perdre dans les villages indigènes voisins, remplis d'humains. Et de fil en aiguille, certains d'entre eux, plus séducteurs, plus sûrs d'eux, ceux qui portent beau peut-être, réussirent à séduire certaines villageoises avec lesquelles, chemin faisant, ils eurent des relations sexuelles. Seulement les singes verts BG étaient porteurs du sida, dont ils étaient immunisés, eux, les chanceux. La suite, eh bien, pour je ne sais quelle raison, la relation ne dura pas. Différence de culture, problèmes économiques, problèmes au sujet des tâches ménagères, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les femmes africaines infectèrent leur mari cocu, qui était parti, je ne sais où d'ailleurs. Peu importe. Ces mêmes maris partirent ensuite en Haïti pour s'y prostituer. Ces mêmes maris partirent ensuite en Haïti pour s'y prostituer. Si vous y voyez une logique, écrivez-la en commentaire. Donc ces mêmes maris partirent ensuite en Haïti pour s'y prostituer, donc ils partirent d'Afrique centrale pour s'y prostituer, donc en Haïti pour s'y prostituer. Avec quel argent, vous allez me dire? Eh bien, le voyage était financé par la communauté homosexuelle états-unienne qui adorait se rendre en Haïti pour y faire la fête. Donc la communauté homosexuelle états-unienne va aller en Haïti pour faire la fête, où se trouve le sida qui a été importé par les maris cocus des singes verts d'Afrique centrale, si vous suivez un petit peu. Les porteurs de jaquettes américains retournèrent ensuite, après avoir été infectés par les maris cocus, blablabla, vous avez compris, retournèrent ensuite dans leur pays, infectant par là même la communauté new-yorkaise, puis celle de San Francisco. Alors avec cette idée du sida, c'est une véritable montée en puissance de la coterie homosexuelle aux États-Unis. Est-ce que c'est de son propre chef ou est-ce poussé par les républicains? Certainement poussé par les républicains. Mais il n'en reste pas moins que dorénavant, les garçons coiffeurs ont investi le parti démocrate que l'on pourrait nommer aujourd'hui le PD. Ok, c'est nul, c'est complètement nul, j'ai honte. Et face au sida, c'est l'inertie politique à partir de ce moment-là. Et oui, on va minimiser l'épidémie, on va la cacher, on balaie de la main toute autre théorie, comme celle de la transmission par des insectes. Toute recherche allant dans ce sens, d'ailleurs, voit son financement coupé. Le virus VIH n'est pourtant présent que dans la moitié des cas du sida. Alors quel agent infectieux est présent dans l'autre moitié? Ça signifie donc que tous les programmes de dépistage demeurent une gigantesque arnaque à ciel ouvert. En 1986 pourtant, le virus du sida est isolé chez des insectes, des cafards, des fourmis, par le français Jean-Claude Serment. Et ces mensonges du monopole médical, cette propagande à grande échelle médiatique provoquent une peur et par là même des comportements décalés, démesurés, débiles, à la limite du ridicule
Par exemple, dans les années 90, les arbitres de boxe portent des gants médicaux pour ne pas être infectés par le sang qui gicle. Et les fonctionnaires du tribunal portent des masques chirurgicaux dès qu'ils côtoient un malade du sida. Alors les masques chirurgicaux, c'est des espèces de masques comme du feutre. Je sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est un peu bleu. Et bon, vous imaginez à quel point ils furent stupides et malléables à cette époque. Terminons l'essentiel par les engrais. Par le revers de la main, balayons de suite l'idée selon laquelle les pays Rockefeller ont aidé ou aident au développement les pays du tiers-monde. En fait, par pays non développés, comprenez bien qu'il s'agit de pays encore inexploités par la succursale agricole de chez Rockefeller. La recette, nous la connaissons tous grâce à des auteurs récents, mais Eustace Mullins nous la résume brièvement. Les banques internationales prêtent de l'argent aux pays pauvres pour qu'ils soient en mesure de payer les marchandises produites au sein des pays riches, histoire de soutenir leur économie. Les prêts sont garantis par la Fed grâce aux fonds des contribuables américains, qui finalement se font voler leur argent pour couvrir les coûts des biens qu'ils produisent eux-mêmes. Le monde est un archipel du goulag, résumera Mullins avec brio. Parlons engrais maintenant. Alors par engrais, comprenez bien rien de naturel. Les engrais, ce sont des nitrates et du pétrole, contrôlés par l'empire Rockefeller, auquel s'ajoutent herbicides et pesticides contrôlés par, je déteste être redondant. Ce que le monde politico-médiatique nomme révolution verte, ce que vous avez appris à l'école, n'est en réalité que révolution chimique. Dès le départ, pour vous donner une idée, l'empire Rockefeller a envoyé Norman Borlaug au Mexique pour créer un blé miracle et Robert Chandler aux Philippines pour créer un riz miracle. Maintenant, l'origine. Eh bien, c'est le même scénario, la même stratégie qu'avec l'aluminium, qu'avec le chlore. Les industriels américains se retrouvaient avec des stocks inutilisés de nitrate à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour quelle raison ? Eh bien parce que le nitrate entrait dans la fabrication des bombes et des obus. La solution est toute trouvée. Recycler, si je puis dire, les nitrates en créant de l'engrais. Un engrais survendu et vanté par les boîtes de communication et les boîtes de publicité. L'agriculteur se voit vendre la modernité par le biais de ces engrais qu'il déversera grâce à de nouveaux tracteurs qu'il a achetés, grâce à des prêts consentis par tout le cartel bancaire que je nommerai Jekyll Island. Mais ces engrais ne sont pas sans conséquences délétères, vous le savez. La première étant une forte baisse de la qualité des produits, l'absence de nutriments parfois, surtout une baisse du potassium et une hausse considérable du sodium. Tout au bout du bout, nous parvenons à une espérance de vie qui n'augmente pas et même régresse parfois. L'auteur cite l'Écosse comme exemple. En 1893, un chimiste agricole allemand dira, le docteur Julius Hensel, « L'agriculture est entrée dans le signe du cancer. Il ne suffit pas que de grandes quantités soient récoltées, mais cette grande quantité doit aussi être de bonne qualité. Il est incontestable qu'une simple fertilisation avec de la marne, c'est-à-dire du carbonate de chaux, peut donner un rendement important. » Les solutions existaient donc, mais d'autres choix ont été faits par l'empire Rockefeller, par la doctrine Rockefeller. Le principal producteur d'engrais demeure la compagnie Rockefeller sous le nom la Compagnie américaine de l'agriculture et de la chimie. Et l'un de ses directeurs se nommait John Traphagen, T-R-A-P-H-A-G-E-N. Ce John Traphagen fut aussi directeur, devinez de qui? Eh bien de la Fed, et oui, repensez à notre conclusion 34A. Directeur de la Fed, ce monsieur, mais aussi directeur de la Banque de New York, et directeur de la Banque de la 5e Avenue, et directeur d'autres entreprises aussi sales et puissantes les unes que les autres. La suite est prévisible. Les engrais deviennent le nerf de la guerre à partir de ce moment-là. Qui maîtrise les engrais maîtrise l'approvisionnement mondial des céréales par Rockefeller via l'entreprise Montana. L'entreprise Montana est dirigée par J.P. Morgan. J.P. Morgan, l'homme, pas la banque encore. Morgan qui déjà siégeait au conseil de la Fed. Vous voyez, ce petit monde.
Au conseil administratif de Montana, on retrouve aussi des bougres comme Farming. Farming, c'était le banquier de Rockefeller. On retrouve aussi un certain Norton. Norton, c'est le secrétaire d'État du président Taft. Plus tard, il sera président de la Banque nationale Morgan, qui fusionnera encore plus tard avec la banque Rockefeller pour donner la Citibank. Ouf! Les sociétés actuelles se gavent encore plus grâce aux semences hybrides qui leur garantissent un monopole du fait du brevet. C'est une alliance parfaite en quelque sorte entre la banque et la chimie. Ces multinationales furent aussi à la pointe, à l'origine de ce qui fut appelé le grand vol des céréales soviétiques en 1972 grâce à Henry Kissinger. Allons maintenant au-delà du livre. Deux personnages hauts en couleur figurent en bonne place sur le mur des crapules mis en lumière par Eustace Mullins. Ce sont les frères Dulles, dont je vais vous narrer une anecdote plus que parlante. Plus que parlante car l'empire Rockefeller-Glouton sévissait déjà avec cynisme en dehors des États-Unis. C'est ce que nous pourrions appeler déjà le pré-mondialisme. Au lendemain de cette deuxième guerre mondiale qui fit bifurquer l'histoire, certains dirigeants créèrent une coalition, un mouvement nommé les pays non alignés. Intelligemment, très intelligemment même, ils avaient compris, ils avaient lu dans l'histoire, ils avaient lu le piège que représentait l'idée d'une guerre froide, choisir son camp, y être fidèle, mais aussi y être dépendant, en être dépendant. La conférence de Bandung affirme donc pour ces pays une volonté d'indépendance et de souveraineté face principalement à l'empire américain, ses multinationales et à Rockefeller évidemment. Oui, plus à l'empire américain car l'URSS se limitait elle à exercer une tutelle sur les pays qu'elle avait libérés. Eh bien ces dirigeants trop soucieux de leur indépendance, les États-Unis les ont toujours mal vus. Et ils cherchèrent à renverser chacun d'entre eux pour le remplacer par un homme à eux. Sont visés Nasser, Nehru, Tito, Sukarno. Ce que les États-Unis désiraient, c'était la République bananière, expression qui nous parvient de l'écrivain Henry au début du XXe siècle, et qui désigne les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes qui n'avaient que de république que le nom, en fait. Par exemple Cuba, avec Batista. Leurs oligarchies locales obéissaient à la multinationale américaine United Fruit, rebaptisée United Brands Company en 1970, puis Chiquita Brands en 1989, et à l'autre multinationale qui était la Standard Fruit. Ces multinationales extrêmement puissantes influent et même décident de la politique extérieure des États-Unis, liées qu'elles sont avec Washington. Coup d'État, intervention militaire, corruption locale. Le chef, c'est l'ambassadeur des États-Unis dans le pays en question. Point, c'est tout. Alors comment ils imposaient leur contrôle? Eh bien Washington prenait directement en charge les deux secteurs stratégiques de la gestion du pays, la collecte des impôts et le service des douanes. Par exemple à Cuba, avec l'amendement Platt à la Constitution nationale de 1902, c'était le nom de l'amendement, P-L-A-T-T. Même chose en Haïti, en République dominicaine ou au Nicaragua. Ces pays devenaient donc des enclaves américaines extraterritoriales. Cuba était même le terrain de jeu des riches américains. C'était un vrai casino, un lieu de prostitution à l'écart des regards. Cuba était aussi et surtout un pays sous contrôle de la mafia, notamment la mafia juive. Batista, le dictateur mis en place par les États-Unis, a même engagé le célèbre mafieux juif Lansky comme conseiller sur la réforme du jeu. Lansky possédait les hippodromes et les casinos. Pour la petite anecdote, mieux en 1946, le 22 décembre très précisément, Lansky organise une réunion de mafieux à La Havane, à l'hôtel National. Frank Sinatra sera ce soir-là l'animateur en chef, le chanteur pour dames attitré de cette soirée. Et c'est là que nous parvenons à l'histoire des frères Dulles, après cette petite mise en bouche. Eustace Mullins parle des frères Dulles, il les évoque un peu dans son essai. Il nous parle du premier Dulles, qui est John, de son prénom, et qui est un membre éminent du conseil d'administration de l'agriculture et de la chimie américaine dont nous avons parlé, qui fait partie de l'empire Rockefeller.
Et ce Dulles fut aussi secrétaire d'État, et secrétaire d'État c'est un poste hautement important aux États-Unis, de Eisenhower. Son frère, quant à lui, il était à la tête de la CIA. Et il fut aussi fournisseur du papier pour les impressions de billets à la Fed grâce à l'American Banknote Company qu'il possédait. Dulles était aussi secrétaire à la conférence pour la paix en 1918 à Paris. Vous voyez comment sont ces gens. Donc toujours reliés à la Fed, hein, toujours. Alors poursuivons sur les républiques bananières après cette parenthèse avec le Guatemala et vous verrez que nous retomberons sur nos pattes. L'histoire du Guatemala est assez édifiante. Le Guatemala était un pays totalement dépendant et soumis à la multinationale américaine United Fruit, qui appartient à Rockefeller, l'empire Rockefeller, et qui s'octroyait toutes les terres et fixait les prix. Mais, en fait, il faisait ce qu'il voulait, vous avez compris. Un nouvel homme politique est apparu, un dénommé Arbenz, qui de suite se réappropria les terres de son pays, avec une compensation financière d'ailleurs, bien joué à lui, en donnant un coup de chausson à la United Fruit. À ce moment précis, la multinationale décida d'engager une boîte de communication qui lança une campagne de relations publiques, aujourd'hui une campagne de communication, nous dirions, contre Arbenz. Vous voyez le genre de la sempiternelle campagne. Hein. Arbenz n'a qu'un testicule, il mange les enfants, il est antisémite. Oui, Saddam Hussein, Kadhafi ont tous goûté à cela. Et devinez qui mena cette campagne? Édouard Bernays. Et oui, Édouard Bernays. Et donc, main dans la main avec la CIA, la United Food et sa boîte de communication provoquèrent un coup d'État au Guatemala dans l'opération que l'on a nommée PB Success en 1953-1954. L'homme de la CIA arriva au pouvoir, le général Castillo Armas, avec quand même un bilan de 100 000 morts dans les décennies qui suivirent. Finalement, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pourquoi je vous ai fait part de cette histoire? Eh bien parce que John Dulles et Allen, son frère, directeur de la CIA, je vous le rappelle, étaient deux gros actionnaires de la United Fruit. Vous voyez cette parenthèse historique que j'inclus au milieu des idées et des recherches de Eustace Mullins vaut tous les discours, toutes les analyses. Les frères Dulles aussi assurèrent en 1933 à Hitler que les banques de Wall Street lui avanceraient l'argent nécessaire, celui dont il aurait besoin. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Sacra,